beautiful ladies. Oh, thank you, Lydia. This is Elizabeth. She's playing me in a movie, so I'm trying to show her a good time. That I don't doubt. So good. Why do you want to play me? When they sent me the script, I just thought, now here is a woman with a lot more to her than I remember from the tabloids and our cultural memory. I don't really think about all that. You don't ever dwell on the past? I have my plate pretty full. I mean, I know that for me personally, the past weighs on me. Decisions I've made or relationships. So you just sit there and you think about your history and your behavior. Sometimes. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 19. Cette semaine, émission vampirisation, morale et tout cassé. Venu recouvrir les amants mais sans les réveiller, venu refléter l'obscurité d'en haut avec un léger maquillage, venu recouvrir le gâchis haut avec un peu de chance, décembre sera de nouveau magique. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris, il y a cette francisation aléatoire de December Will Be Magic Again de Kate Bush. Donc nous allons parler de May December, le nouveau long métrage de Todd Haynes qui est sorti dans les salles françaises la semaine dernière. Et ensuite nous parlerons de Godzilla Minus One de Takashi Yamakasi, sorti dans les salles françaises il y a 2 semaines. Et pour parler de ce jeu, au programme autour de cette table, il y a bien évidemment de la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, donc, il y a Ulysse. Bonsoir Ulysse. Donc voilà, nous sommes de retour car la semaine dernière, quelques heures ont secoué l'université Rennes 2 où sont les studios donc de Syllab, ce qui fait que ça a été fermé et qu'on nous a une fois de plus censuré et empêché notre parole critique qui dérange de s'exprimer. Les gauchistes, voilà, il y en a que pour eux, de toute façon. Alors que si ça avait été fait par des agriculteurs sympathiques et travailleurs, là évidemment ça n'aurait pas posé de problème. Et coopératifs avec la police. C'est surtout la police qui est coopérative avec eux plutôt, mais... Et voilà, parce que donc, ce sont des travailleurs qui sauvent la France, pas comme des jeunes qui ne travaillent pas et qui ne produisent rien. Qui ne produisent rien. Qui sont inutiles. Qui ne produisent rien à un prix modique. Voilà, ce n'est pas la FNSEA qui ils ont besoin de leurs 2 yeux pour conduire les tracteurs. Ah bah oui, exactement. On va pas commencer à... Leurs 2 mains. Voilà. Sinon après on risque des accidents de la route. Non, mais sinon c'est la famine. Ah bah oui. On sait bien, enfin... C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire à Paris. Affamer Paris. Le siège de Paris. C'est genre la prise d'assaut. C'est genre la commune à l'envers. Cette prise d'assaut. Bref. Ah là là, croyez-moi que si on avait envoyé les chars soviétiques, tout ça ne serait pas arrivé. Hein. Ça faut tenir 30. Ce qu'il nous faudrait, c'est un homme à poigne. Ah, exactement. Oh bah t'inquiète pas, vu le discours... et vu le climat, oui. Vu le discours de notre Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale, pas de problème. Pour moi, les pauvres, dans votre cul. Une fois mais bon, est-ce bien vrai? Est-ce vraiment bien étonnant? Je n'ai pas suivi. Quelle surprise. Que des belles annonces, en tout cas. Bref, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc agenda pour commencer, agenda local, et bien c'est toujours une belle performance pour le Stade Rennais Football Club qui continue sur sa lancée de victoire contre Marseille dernièrement, ça fait plaisir. Voilà. 2 beaux buts de Martin quand même. Contre Lyon, oui. Ça fait toujours plaisir d'aller gagner à Lyon. C'était bien, voilà. Et contre l'OM aussi, voilà. Bref, c'est pas mal. Ils sont pas devenus nuls, Lyon? Si. Même moi je sais ça. Ils sont antépénultièmes. Voilà, oui, ils sont devenus tout neufs. En fait, ils étaient genre waouh il y a 10 ans, puis là maintenant c'est... Là globalement c'est pas... Alors que Brest
de ouf, quoi. Voilà. Pareil, ils sont 3e, je crois, c'est hallucinant. Voilà. Ils ont fait un beau match nul contre Paris ce week-end. Comme quoi l'alcool. Il n'y a pas que l'alcool. Non, je sais bien. Au stade Francis Leblay qui bientôt n'existera plus pour être remplacé par un gros stade de merde à l'extérieur de la ville. C'est déplorable. Qui s'appellera le machin truc Arena. Oui, voilà, Le- c'est ça. Parce que ça fait plus... Arkea, la Arkea Arena. Ouais, Ouais, ça un fait truc plus comme chic, ça fait plus chic. Arkea, je crois que le N'importe naming. quoi. Ah là 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 là. Il y a déjà des panneaux dans Brest. Ouais, non, Arkea. Ah, mais Brest est en train de se rénifier. C'est-à-dire que il faut faire des travaux partout, tout le temps. Il y a des palissades, des machins, des trucs mûches. Voilà. Et déjà que Rennes se parisianisait aussi de ce côté-là. Bon, la bref. préfecture du Finistère, d'ailleurs, qui a enlevé ses subventions à des radios associatives et locales. Ouais, charmant. Voilà, pour séparatisme, parce qu'ils avaient notamment beaucoup couvert et défendu la salle autogérée de l'avenir Place Guérin, et donc tout ça, ça a été sucré comme des malpropres, Ouais, sans bah, raison. là, Et sans égalité. Saut 2024. Ouais, dans l'air du temps. Exactement. Saut c'est 2024. ça. En tout cas, soutien aux camarades, bien évidemment. Donc, cinéma demain au Ciné-Tambour, soirée. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, avec à 18h15 Tetsuo, un film pas tout mal quand même, bien chelou les enfants, si vous l'avez jamais vu. Et à 20h45, le classique des classiques, le plus surestimé de l'histoire, La Nuit du chasseur de Charles Laughton. Je réponds même pas à ça, moi. Je réponds même pas à ça. J'ai jamais compris le culte autour du Mais film. c'est pas un culte, c'est juste que c'est un bon film. Oui, en fait. c'est sympathique, mais Non, c'est pas sympathique. Non, c'est un super bon Non, film. non, C'est un des meilleurs films des années 50. Non. Mais qu'est-ce que tu lances des débats là? On se fait, à ce moment-là, Tu vas perdre. Non, mais à ce moment-là, on se fait une spéciale Nuit du chasseur, un de ces quatre, quoi. Je veux dire, et on en cause, quoi, et on en cause en détail, quoi. Ok. Et moi, parce que moi, j'ai plein d'arguments pour dire pourquoi que c'est bien. C'est super. C'est même pas le meilleur Alors rôle oui, de c'est Mitchum. conformiste. Oui, c'est conformiste, monsieur. Hein, mais votre position de rebelle n'est-elle pas un petit peu, un petit peu surjouée, n'est-ce pas? Excusez-moi, un petit peu de remettre, d'être le grain dans la machine, Ouais, face c'est à ça, cette mécanique bien huilée, de cinéphiles rond le cuir. À la suite de ces 50 ans de complot qui nous disent que La Nuit du chasseur, c'est bien. Je dis que c'est pas bien, je dis que c'est surestimé. Mais non, c'est pas surestimé. Bien sûr que si. Qui surestime La Nuit du chasseur? Tout le monde. Mais non, on l'estime. Tu vois. Ah là là, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières de lancer des trucs là, enfin, et Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait non, mais d'émission. voilà, c'est le mec, tu l'invites à bouffer, il pisse dans ton gigot, quoi, tu vois, puis après, ah ben non, mais on va passer à autre Dans un chose. là, gigot, tu vois, sûrement pas. Jamais je ne ferai ça, monsieur. C'est surestimé. Non, mais c'est parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait d'émission. Mais oui, je J'ai peur sens que vous ayez bien, un peu je rouillé. sens bien, mais je vois bien, t'es tout plein de sève. Donc, Voilà. sinon, à propos de Seb, il y a quelques sorties d'un, bon, pas forcément ouf. Hein. Il y a le nouveau film de Matthew Vaughn, Argyle, et après c'est Kingsman et compagnie. Ça n'a pas l'air terriblement joli. Hein. Non. Voilà. Ça, tu vois, ça c'est surestimé. Voilà. Ça c'est surestimé. Ça, complètement. Je rappelle qu'on était horrifiés en sortant du premier avec Mathieu et puis Erwan. Du premier Kingsman. Déjà, quand le film commence, ça te balance du Dire Straits et pas les meilleures chansons. Putain, ça va durer 2 heures. Sinon, il y a un film avec Laetitia Casta, Le bonheur est pour demain. Dans le pré. Non, Le bonheur est pour demain. Ouais, mais demain dans le pré. Oui, bah, je sais pas où. Mais apparemment, ça se passe en ville, donc peut-être dans le parc. D'accord. Je ne sais pas. Sinon, il y a They Shot the Piano Player, un film argentin avec Jeff Goldblum. Film d'animation, il faut préciser quand même. D'accord. Sur un jazzman argentin, un jazzman brésilien que je n'avoue, je ne connais pas. Au début de la dictature. Voilà. Apparemment, il y a une dictature en Argentine. Non, c'est au Brésil que ça se passe. C'est pas au Brésil que ça se passe? Non, en Argentine. Oui, mais le réalisateur est peut-être argentin, mais c'est pas au Brésil. Argentin. Non, mais non, mais moi j'ai l'impression que c'est au Brésil que ça se passe. Il y a que des. Moi j'ai vu dans le pitch en Argentine. J'ai vu la bande-annonce cet après-midi, donc c'est au Brésil. Non, c'est au Brésil. Alors c'est à côté. Alors oui, mais c'est pas le même pays en fait. Oui, mais moi dans le pitch, il y a des pays entre les deux. Enfin, il y a des pays entre les deux. Alors il y en a un qui est quoi? Oui, il y a des pays entre les deux, quand même. Oui, il y a le Paraguay. Oui, voilà. Ce fameux Paraguay, dont on sait plein de choses. Voilà. La géo, c'est toujours notre truc, toujours autant notre truc. Toujours une notion aléatoire. Sinon, bah écoutez, on en parlera probablement la semaine prochaine, histoire de bien rigoler. Il y a le nouveau film de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt, sur un des commandants du camp de Auschwitz. Je sens que ça va être bien fun. Avec donc Sandra Hüller qu'on a vu dernièrement dans Anatomie d'une chute, et La zone d'intérêt était aussi au dernier festival de film de Cannes. Et sinon prix du jury, exactement. Sinon, 2 choses totalement différentes, mais bon, pour vous les gastronomes, il y a un documentaire sur Cyril Lignac, Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui, je vous rappelle, était aussi le titre de l'autobiographie de Michel Drucker, hein, il y a une quinzaine d'années. Oui, d'accord, donc on est quand même sur la bonne pente. C'est clair. On sent qu'on est sur la bonne pente. Et pour vous les mélomanes, parce que c'est quand même cool, il y a le concert de Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live at the Royal Copenhagen Arena. Les Pet Shop Boys, maintenant Erwan. Je sais pas de quand ça date, mais
Je pense que c'est un concert récent, oui. Oh, les Pet Shop Boys qui doivent avoir dans les 70 ans bien passés, les deux, mais il y a eu des choses sympathiques. Ah, les Pet Shop carrément, Boys, c'est très, comment dire, c'est très de son époque. Je vais dire dans son jus, les Pet Shop Boys, c'est voilà, si tu veux, le son des années 80. Mais ça fait son office. C'est comme des Dépêche Mode et tout, ça fait vraiment le son des années 80. Ça fait bouger les boutiques, il y a plein de synthés dans tous les sens. C'est parfait. Voilà, on est en plein revival, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Oui, voilà. Bon, d'ailleurs, s'il le passe au Cinoche. Quand ça marche une fois, ça marche toutes les fois. Rappelons-nous la scène incroyable dans Bronson de Refneux sur It's a Sin. Exactement. Meilleure utilisation d'une chanson des années 80, enfin dans mon top 5 au moins au monde. Ah, voilà. Dans une chanson où je me serais dit à écouter comme ça, hein. Si, et puis dans Bronson, c'est quand tu fais une boom, ça marche. Ouais. Une boom, ouais, une boom. Alors ça, si c'est bien, une soirée dansante, Thibaut. Une surboom. Surboom, ça va aller en surboom. Avec des manches disques. T'as connu ça, hein dans la campagne de Quimper. Toute ma jeunesse. En chemise à jabot. C'est ça, exactement. Tu crois que je suis né en quelle année, quoi? Bah ça, personne ne sait vraiment. Bref, on va passer à la section critique de cette émission. On va passer de mai à décembre avec Le Messager. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Michel Legrand avec le thème de The Go-Between, aka Le Messager en français de Joseph Losey, qu'on peut réentendre dans une version réorchestrée dans May December de Todd Haynes. Profitez-en, parce que je pense que ce sera la seule et unique fois où on entendra du Michel Legrand dans cette émission. Compositeur de musique de film notamment, que je ne porte pas du tout dans mon cœur, notamment à cause de son travail avec Jacques Demy, mais c'est une autre question. Ce n'est pas l'émission des polémiques. Donc May December, nouveau long métrage de notre chouchou Todd Haynes, qu'on avait laissé il y a 3 ans avec son documentaire sur The Velvet Underground, son dernier film de fiction en date. Il y a 3 ans déjà. Ouais, étant 2 ans. Dark Waters à 3 ans, parce que le film était sorti pendant juste avant le second confinement, je crois, ou le premier confinement en 2020. Je m'en souviens plus. Oui. C'était je l'ai vu au Cinoche, moi, Dark Waters. Et c'était donc juste avant le premier confinement, que c'était en mars ou fin février 2020. Et donc, Todd Haynes qui revient avec un film based on a true story, l'histoire de Mary Kay Letourneau, qui avait défrayé la chronique, si on peut dire. Chez nous, hein. Pas chez nous, mais... Elle a été éclipsée par John Wayne Bobbitt à l'époque. Mais chez nos camarades, chez nos amis américains, comme on dit, donc, qui, au mi-temps des années 90, elle, alors qu'elle était prof, était... comment dire pudiquement, sortie. Elle avait pécho un de ses élèves qui à l'époque avait 12 ans. Et donc évidemment, ils avaient été attrapés. En plus, il lui avait fait un gosse. Et là, hop, elle va en tôle. Elle a une restraining order. Elle sort de tôle. Hop, les flics rechopent avec le mec. Il lui refait un gamin. Ça a défrayé la chronique. Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça serait pas un petit peu genre... du viol ou de la pédophilie? Il fait mais non, pas du tout, enfin ça n'a rien à voir, c'est pas parce que moi j'ai 35 ans et puis lui 12, enfin pas du tout. Le président de la République approuve bien évidemment, hein, mais donc tout ça a donné lieu à évidemment une polémique, évidemment des articles, des livres, et notamment un de Samy Burch qui ici coécrit donc le film avec Todd Haynes notamment, qui met en vedette la formidable toujours Julianne Moore, donc dans le rôle principal de la dame qui s'est acoquinée avec un jeune garçon, et d'une actrice incarnée par Nathalie Portman, qui va la rencontrer et la suivre au quotidien afin de préparer son rôle dans la plus pure tradition de l'actor studio. Surtout donc que Julianne Moore vit toujours avec ce jeune garçon, mais c'est 25 ans plus tard. Lui, il a à peu près 35 ans. 36 ans. Voilà, il a 36 ans et elle a l'âge de Julianne Moore, donc elle a 64-65. Donc grosse différence d'âge quand même. Hein. Et donc évidemment, on va y avoir un jeu de relations troubles au pluriel. À peine. Au pluriel, qui vont se mêler entre à la fois donc que Nathalie Portman qui fait un travail d'enquête et puis d'imitation de Julianne Moore avec un genre de procédé de vampirisation finalement de la personne réelle et de tentative de s'approprier. Voilà, de s'approprier le personnage, enfin la personne réelle et puis ses émotions pour essayer de justement rentrer dans son rôle. Et un autre jeu de vampirisation qui va être celui de Julianne Moore, qui est plus que trouble et qui ne cesse de faire, on va dire, un jeu de faux semblants à la fois avec son mari et avec Nathalie Portman.
comme on le dirait de manière critique dans les grands magazines, c'est un très beau portrait de femme, comme souvent avec Todd Haynes, évidemment, on se rappelle un de ses plus beaux chefs-d'œuvre qui est donc Carol avec Rooney Mara et puis Cate Blanchett qui était sorti il y a 6 ou 7 ans déjà. Film absolument magnifique et bouleversant, peut-être un de ses meilleurs chefs-d'œuvre. Oh là là. Ah, oui, on peut le dire. Et donc là, finalement, le processus de vampirisation qui va se mettre en place dans des jeux et dans des scènes qui sont absolument admirablement bien menés, donc rythmé par entre autres le thème de Le Grand composé pour le film de Lozay qui renforce un petit peu cette sensation un peu étrange, ce côté un peu diffus, notamment pour nous les Français, car c'est évidemment le générique de l'émission préférée Thibaut, Faites entrer l'accusé, surtout à l'époque où c'était présenté par Christophe Ondelat, bien évidemment. La seule époque. La seule, la vraie, voilà. Avant que ça parte à volo avec Christophe, tu nous manques. Mais donc voilà, tout ça, il y a à la fois une atmosphère extrêmement étrange, comme un truc presque vaporeux, mêlé à un côté presque camp finalement dans les personnages et dans les relations qu'ils ont entre eux, qui donne à la fois des scènes de tension, on sent que ça peut exploser à n'importe quel moment, à la fois presque de la tension, donc de la violence, et puis de la tension qui serait presque sexuelle entre les deux personnages, qui participe vraiment à ce côté très trouble entre les deux, où à la fois il y aura presque tout le côté excessif de l'acteur studio et de la recherche des véritables émotions qui seraient incarnées par le personnage de Nathalie Portman, et le côté encore plus trouble que entretient Julianne Moore avec tous les personnages de son microcosme. Thibaut. Oui, alors c'est assez difficile de parler du film parce que un film de Todd Haynes, c'est un film qui se mérite. T'as l'impression à chaque fois que on part quand même sur des choses qui sont toujours des postulats qui sont toujours assez simples, et à chaque fois Todd Haynes arrive à rendre son film jamais mineur. C'est pour ça qu'il a une filmographie absolument c'est vrai que quand on avait parlé indispensable dans le cinéma américain contemporain. De Dark Waters par exemple, qui est une œuvre de commande purement, parce que un film de commande où il était c'était Mark Ruffalo c'est Mark Ruffalo, un genre de film dossier où tu peux dire ça va ressembler comme un truc bien fait mais un peu téléfilmesque, comme genre les Spotlight, Michael Keaton, dernièrement le film sur l'affaire Weinstein, des machins comme ça, tu dis bon, c'est propre mais ça reste du film dossier. Et là pas du tout. Alors que là pareil, c'est aussi une commande, c'est Nathalie Portman qui est venue le chercher pour le faire. D'ailleurs, j'ai vu au générique que c'était produit par Will Ferrell. Oui, avec sa boîte Sanchez Productions. Oui. Et donc très étrange. Ouais. Et donc du coup, un film de Todd Haynes se mérite. Et c'est vrai que bien entendu, c'est un film sur le trouble. Et bien entendu, Todd Haynes a toujours filmé le trouble, que ce soit le trouble politique, le trouble amoureux, identitaire, de le genre, trouble identitaire, le trouble racial, dans Loin du paradis par exemple, le trouble ici le trouble de persona tout court. Et dans là on est I'm sur Not There. Oui, et là on est sur un espèce de trouble très c'est peut-être le trouble culturel, parce que tu sens que quel personnage intéresse le plus Todd Haynes? Alors bien entendu, il ne fait pas une bataille entre Julianne Moore et Nathalie Portman. Nathalie Portman qui, au passage, me semble-t-il, trouve ici peut-être le meilleur de sa carrière. Voilà, ça met Black Swan loin. Je suis pas super très, fan très de loin. Portman en général, parce qu'elle a un peu tendance à toujours pigner, puis mais là, elle est à surjouer moi, je trouve qu'elle est incroyable. Là, pour le coup, elle est incroyable. Mais du coup, est-ce que c'est... Chez Todd Haynes, il n'y a pas d'affaire de morale, c'est-à-dire qu'il ne va pas juger moralement le parcours de Julianne Moore. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais par contre, c'est comment on fait pour construire un personnage de cinéma. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans un côté, pas critique hollywoodienne, mais une espèce de mise en abîme de qu'est-ce que c'est être un acteur. Donc ça, c'est assez fascinant. Et cette notion de trouble, je trouve, vient très bien. Non seulement le film est hyper bien écrit, les lignes de dialogue sont à double sens, triple sens, c'est admirable. Ça joue bien entendu comme des brutes. Mais c'est ce décalage qu'il y a entre un cadre léché, avec des lignes dans tous les sens. Il y a une scène d'essayage de robe avec un miroir qui est complètement folle, avec ces personnages aussi qui se retrouvent un petit peu isolés. L'un des derniers plans là pendant la cérémonie de graduation sur Nathalie Portman, qui est un plan hallucinant.
C'est tout simple, hein, mais c'est hallucinant de signification. Et à côté de ça, il y a la photographie du film. Alors, c'est pas Ed Lachman qui a la photo, parce qu'il s'est barré il était sur le projet au début, puis il s'est barré, je crois, pour une question d'emploi du temps, me semble-t-il. Alors que le film était tourné vite, 23 jours. Hein. Ah ouais. Mais il y a quelque chose de très vaporeux dans cette atmosphère moite du sud des États-Unis, qui est un mélange entre... C'est Savannah, donc tu as un mélange entre Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal de Clint Eastwood. J'ai pensé à lui. Moi, j'ai pensé direct à Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal, et un petit peu Angel Heart, hein, je repense à ça de Alan Parker. Je pense à ça parce que je l'ai revu il y a pas si longtemps. Et ce côté ensoleillé, voilà comment en fait on va faire un espèce de film balnéaire presque. Ou de film balnéaire, mais en même temps avec une noirceur absolue. Et ce décalage-là rend le film absolument passionnant, et du coup participe encore plus à ce trouble, plus que le parcours, plus que les dialogues. C'est cette atmosphère qui est là, cette grande baraque, le barbecue. Mais c'est Oden qui disait que sa principale référence, c'était Persona de Bergman. C'est marrant, moi j'ai carrément pensé à ça, quoi. À 2 femmes sur une île, voilà, moi sur une blonde, une brune, moi j'ai complètement pensé. Je me suis dit, tiens, c'est un poil bergmanien cette histoire, mais sans le côté exorcisme, quoi, tu vois, moi je trouve qu'il y a chez Bergman où les gens au bout d'un moment on voit leur trip, quoi, tu vois, où ça craque, voilà, où tu sens les traumas qui reviennent, alors que là tu sais jamais trop, en fait, quoi. C'est ça le truc, c'est que tu es dans une espèce d'incertitude permanente, c'est-à-dire que tu sais pas trop pourquoi Nathalie Portman, tu sais pas trop si elle est fascinée ou si c'est calculateur de sa part, sachant qu'il y a tout le truc avec les papillons, avec tu vois, l'observation, avec le fait d'observer, de mettre un truc dans une cage et d'observer comment il se métamorphose. Et c'est très très étrange. Et pareil, Julianne Moore, je t'en révéler la toute fin, mais les derniers échanges de dialogue sont assez assez pervers, quoi, parce qu'en fait on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, et puis surtout, qu'est-ce que je sais finalement de ce que j'ai vu, quoi. Qu'est-ce que je sais, voilà. En fait, c'est un film où tout le monde ment, en fait. Enfin, en tout cas, les 2 personnages féminins principaux mentent, et on pourrait dire que son mari aussi, quoi. Même, on pourrait dire tout le monde. Le fils qui s'est un petit peu exclu de la famille. Lui aussi, tu sais pas si ce qu'il raconte, si c'est du lard ou du cochon. Ouais. Mais tu vois, par exemple, le mari, il y a plusieurs scènes où il a des échanges de textos avec quelqu'un. On ne sait pas qui. Et on saura jamais qui. On suppose que c'est une femme mariée. Moi, je suppose que c'est son interlocutrice avec qui il élève des papillons, qui est voilà, basée sa collègue. Je dirais que c'est ça aussi, mais voilà, en fait, il y a des pistes qui sont lancées et qui sont toujours assez traitées de manière assez surprenante, en fait. C'est-à-dire que moi, je m'attendais vraiment justement à un truc un peu à la Black Swan, tu vois, un truc générationnel, voilà. Et alors qu'en fait, c'est plus subtil que du Aronofsky. Mais en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, Black Swan, c'est pas bien. Il y a une espèce de rapport de pas de domination-soumission, de domination-imitation, mais qui passe son temps le curseur passe son temps à bouger, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'au départ, t'as des moments où t'as l'impression que Julianne Moore, elle est assez forte, et en même temps, elle a des crises de larmes. Mais est-ce qui lui prennent comme ça pour des conneries en plus, donc elle est complètement dépressive. Est-ce que c'est des crises de larmes qui sont sincères ou qui servent à son emprise sur son mari? Voilà. Alors, on sent bien qu'elle a de l'emprise sur son mari. Le mari se pose des questions. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose. C'est vrai que je trouve qu'il arrive très bien à montrer le mélange d'étrangeté, de normalité, en fait, qu'il y a dans ce type de situation. C'est-à-dire comment est-ce que, quand tu regardes, moi je savais pas du tout de quoi ça parlait. Le film. Non plus, on va le voir, c'est au fur et à mesure, tu dis putain. Et en fait, les 10 premières minutes, tu dis il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince. Tout le monde a l'air heureux, tout le monde a l'air satisfait. Et il y a quelque chose qui coince. Mais tu sais, t'as un peu l'impression que c'est genre la façade de la bonne famille américaine. Ils ont une belle maison, ils sont tous blancs, les amis, ils sont là. Voilà. Et en même temps, il y a cette différence d'âge. Et effectivement, moi, dès le début, je me suis dit, tiens, il est vachement jeune quand même, son mec. Ah, c'est bien hollywoodien, ça donne avec des gens plus jeunes. Ouais, mais justement, et en même temps, t'es pas plus choqué que ça. En fait, c'est-à-dire que tu dis, ok, il est plus jeune, donc il doit y avoir une explication, peut-être qu'elle a du pognon, et puis elle peut prendre les mecs qu'elle veut. Enfin, et moi, je m'attendais pas du tout à cette histoire-là, en fait, quoi. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'au bout de 20 minutes, en fait, on nous révèle que tout ça, voilà, qu'il y a une histoire de détournement de mineurs, en fait, derrière. D'une vieille qui a chopé un jeune dans une animalerie. En fait, il y a de la fascination-manipulation, en fait. Ouais, et tu sais pas. Il sait pas jusqu'à où lui il est consentant. Oui, et tous les personnages, tu sais pas. Disons qu'à 13 ans ou à 12 ans, vraiment, t'es pas vraiment. Non, mais même actuellement, même dans la situation après, quand il est adulte. Ouais, mais et en même temps, quand elle lui dit, bah, mais c'est toi qui es venu me chercher, quoi. Alors ça, c'est horrible. Ça, c'est ouf. Et là, terrible. Et là, tu te dis, waouh. Mais t'es complètement cintré, complètement chabraque. Et tu sais pas où Todd Haynes, en fait, jusqu'où il fait dans la fascination-manipulation envers ses personnages et envers le spectateur. C'est ça qui rajoute encore un petit peu de trouble, vu que lui ne se positionne pas d'un point de vue moral. Il laisse ses personnages un petit peu
aller dans le film. Et du coup, toi, tu te retrouves un petit peu, un peu comme un blaireau, parce que tu as en même temps toutes les cartes et en même temps tu n'en as, tu n'en as aucune, parce que En plus que la tu morale, devines les choses c'est surtout plus qu'elles que ne sont dites. Ces deux personnages principaux font ressortir plus leur immoralité justement par leur pas par leur perversion, mais par leur manipulation avec les différentes personnes qui Ils rencontrent. sont ultra pervers. Nathalie Portman avec Julianne Moore, elle est ultra perverse. Putain, quand elle la commence scène de maquillage là, la devant scène de le miroir. maquillage, la ça- scène ça- d'essayage de robe ça- quand elle prend son langage corporel sur la fin. Elle imite très bien Julianne Moore. Elle pour le coup. s'habille Elle est un peu avec flippante, les mêmes elle est un peu tons de couleurs. flippante. Et quand Elle elle lit est- sa lettre et tout ça, là, Ouais. c'est Ah ouais. il y a Parce quelque chose de malsain en Il y a- fait. c'est ultra Il y malsain. a quelque chose qui relève à la fois de l'imitation mais de l'imposture aussi, justement effectivement de presque du body snatcher en fait quoi. C'est C'est-à-dire ça. de l'impression que tu fais, tu dis il y a des gens qui peuvent avoir envie de devenir toi en fait quoi. Et c'est vachement flippant en fait quand ils pensent quoi quelque part. T'as Julianne Moore vis-à-vis de son Espèce mari. de tu sais une pas- espèce de doppelganger en fait. Ouais. Tu sais en pas devenir, où elle situe son mari, si elle le prend pour un blaireau, si Si elle le prend encore pour un enfant, elle le Ouais. prend encore pour un enfant. parce qu'elle le materne beaucoup. Voilà, il pense à faire ça. Puis lui il est pas fait très ci. mature. Voilà, Bah, il- lui, il essaye avec ses gamins. Et Et puis tu il sens a- qu'il a une belle relation avec ses enfants. Voilà, et puis il a une expérience, Mais- il a une expérience de sexualité qui est quand même vachement particulière, quoi. C'est-à-dire que et du coup, il y a une espèce de fantasme chez lui de ce qui aurait pu être sa vie s'il avait été un jeune entre guillemets normal, quoi. C'est-à-dire avec des petites amies, avec des on sent bien que il est bien d'ailleurs un acteur. Hein. Moi, Oui, je trouvais ouais. qu'il est super. Enfin, tout le monde joue super Il bien. arrive, de toute façon, parce qu'il hein, arrive, c'est- il arrive très bien à être sur le fil entre le mec qui est mature parce qu'il s'occupe Ouais. de ses gosses, il est prévenant, et en même temps le côté un peu pas bêta mais un peu gauche finalement, un peu, d'avoir un peu infantile en fait, d'avoir avec des côtés infantiles. un manque d'expérience. Ouais. Et la C'est scène pour ça que de- c'est intéressant et le la- trouble qu'il a, parce que après ça se transforme en espèce de triangle mental de Bah oui. Et fascination. puis quand il voit Nathalie avec Portman, la- il voit une version rajeunie de sa femme. de de sa Julianne Moore, femme, donc ah il y a ça tiens, aussi, elle a mon âge, et puis Nathalie Portman joue vachement avec. Ah bah On se rapproche assez. elle Ah le là drague, là là là. elle le drague grave quoi. C'est Enfin, hallucinant. Ouais, c'est, en plus elle est pas subtile dans sa drague. ah non, Non, elle donc est- du coup, elle t'as y va Elle bien. rentre dedans comme on dit. Elle est faite carrément du rentre Et dedans. donc du coup, Mais c'est très, juste, c'est moi, très moi, je trouve particulier, aussi que ce qui est intéressant chez ces deux personnages, et ce qui sans doute les unit, c'est que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un truc de mise en scène par rapport à ça, c'est que c'est des personnages qui sont sous le regard des autres. C'est-à-dire des personnages qui ne peuvent pas vivre en fait normalement, Ouais. puisque c'est des personnages qui sont toujours. Et donc il y a plein de scènes. Il y en a une parce que c'est une comédienne et l'autre parce que de toute façon c'est la vedette de la ville parce Ouais, que mais c'est parce la que- meuf qui a couché avec son avec Ouais, un exactement, avec un voilà. gamin. Et l'autre parce que c'est un personnage en fait. C'est-à-dire Ouais. l'une parce que c'est une comédienne et l'autre parce que c'est un personnage. Et En représentation tout le temps. Et en fait, du coup, il y a plein de choix de mise en scène pour moi qui relèvent de ça, notamment le fait d'utiliser la caméra comme un miroir. Le fait que la caméra se substitue en fait à un miroir, la scène du maquillage, hein, tu parlais de ça, mais il y a plusieurs moments comme ça en fait où elle se tourne en fait, où elles sont face à la caméra en fait, et c'est sans briser le quatrième mur, t'as vraiment l'impression, ce sentiment d'une caméra quand même qui est assez intrusive aussi quoi. Oui. Et il n'y a jamais de chant des- contre chant entre Nathalie Portman Donc, beaucoup de symétrie aussi, et Julianne Moore. En fait, elles sont toujours cadrées dans Et le puis- même et plan. alors- même pendant le repas, et- elles sont cadrées ensemble. et- C'est hallucinant. Et comment elle s'appelle Comment en fait elle commence. Nathalie Portman, elle est souvent un petit peu derrière, Ouais. un peu comme son ombre en fait. Ouais, quoi. Il y a une en- espèce en de décalé. Ouais, il y a- C'est ça, il y a- c'est il y a pour un ça côté que la- il y a un côté film de double en fait qui est assez La figure très du Body étrange quoi. Snatchers, en fait, c'est ça, parce que tu as l'impression que c'est les deux en un Ouais. qui viennent et qui s'étirent et puis qui reviennent. Et, du coup, Et en c'est- même temps, ça vire pas à la enfin c'est ça qui est marrant, ça vire pas à la tragédie quoi. Non, parce que Ça t'as vire pas au ça vire pas au Il y a pas ça vire d'éclat pas au de règlement voix, de il y a compte, pas ça vire règlement pas de- voilà, ça Il y a vire pas de violence. Voilà, moi je m'attendais Elle lui claque dans la gueule. Voilà, moi je m'attendais à ce qu'au bout d'un moment je me dis tiens, il va y avoir un truc, il y a un côté thriller quoi là-dedans quoi. Et bien en fait non, ça reste comme si c'était un film entier avec un prémisse en fait de thriller. Et il n'y a pas de contre-champ non plus de la bah, foule. il y a- Enfin, je veux dire, on n'est pas chez Fritz Lang, hein, bien entendu, mais tu t'as pas de... Jamais tu vas avoir le point de vue de la foule sur qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que la communauté... Tu sais de ça de La manière famille, un indirecte. petit peu. Tu le enfin, sais de reste manière la indirecte, famille. mais comme le texto, comme La vente de Comme- gâteaux, l'histoire de vente de gâteaux. la vente de gâteaux, la boîte remplie d'excréments qui arrive Mm. sur le perron. Alors, tu as 2-3 pistes comme ça, mais comme dans tout le film... Mais c'est pas un pistes- enjeu, mais c'est pas un enjeu en fait. Ce n'est pas un enjeu. C'est pas ça. Non, Todd Haynes ne va pas à ce niveau-là. Mais tu aurais pu croire que, peut-être par sentiment de facilité, il aurait pu aller... Ouais, ouais, carrément, parce que- Mais pas du tout. Ah non, mais il y avait- la graduation il y se avait, passe il y bien, avait- les soirées se passent Et puis il y bien. avait 5 films à faire finalement avec c'est-à-dire qu'en fait tu as des pistes qui sont vraiment des Bah, moi, pistes j'ai narratives pensé, où tu peux construire tout un scénario à partir à de Passion de certaines Palma des pistes aussi, parce qu'il y narratives. avait ça par exemple dans Passion de Palma, où là pour le coup c'est évidemment parce que c'est de Palma beaucoup plus dans un truc formaliste, un truc maniériste et affirmé quoi, affirmé. et puis du côté du thriller justement avec de la violence qui va exploser, mais il y avait le même genre de trouble justement de passion étrange qui se crée entre deux personnages féminins où chacune va être vue comme le double de l'autre par un jeu justement de perversion, de miroir, de reflet.
Mais là, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas de une. rejoute Voilà, de il scènes. y en a qui sont pas une, passées. qu'il y en a pas une qui est la part maudite de l'autre en fait. C'est-à-dire que chacune échange en fait leur part maudite. Il y a des espèces de transferts comme ça qui se passent pendant le film, à la fois effectivement de mimique, et en même temps de névrose quoi. Tu vois, enfin, une espèce c'est assez marrant hein, comme film parce qu'il y a vraiment une espèce de sens et tu sens bien qu'il y a des trucs invisibles qui se passent sur l'écran en fait, tu sens qu'il y a des trucs qui se passent entre les personnages, voilà, mais qui sont ni dit ni vu en fait quoi. Donc c'est une espèce de hors-champ, enfin je sais pas comment dire ça, une espèce de hors-champ dans le cadre qui concerne et où effectivement toi t'es un peu perturbé parce qu'en fait c'est un peu comme moi j'ai vraiment eu ce sentiment, c'est comme quand tu sais quand t'es dans une tu t'assistes à une situation, t'assistes à une scène, t'es avec des amis par exemple et tu sens qu'il y a quelque chose qui coince entre eux, tu sens qu'il y a un truc ils sont en train de régler des trucs par en dessous et toi t'es pas concerné par ça, par des tu non-dits, vois, par voilà, tout dit, et du mais coup, j'ai loupé un épisode ou... ouais, et tu ressens un peu ce malaise, enfin moi j'ai ressenti un peu ce espèce de malaise permanent justement de risque que ça pète et puis ça pète pas. Bah il y a ça par Mais exemple. t'es dans la toujours sur tes scène, gardes quoi en fait. Mais quoi. surtout, ça peut continuer parce que tu regardes la scène finale, enfin, sans Toute cette divulgacher finale, elle est film. géniale parce que en fait tu te dis mais tout ça pour ça quoi. Oui, et puis tu te dis, mais Oui. attends, alors Nathalie Portman, faire on voit, faire une série je Z. divulgage pas trop, mais tu vois Nathalie Portman en train de tourner la scène et tu fais, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle. Et elle a une ligne de dialogue, c'est attends, je me rapproche de la vérité. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce gamin, avec ce jeune acteur aussi? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire également? Ouais, qu'est-ce qu'elle Donc elle reproduit le même schéma. Voilà. Est-ce que c'est pas elle qui s'est fait finalement vampiriser donc par du l'autre? coup, On n'en sait rien en fait. il y a quoi. quelque chose de assez D'où le fait vertigineux à ce que niveau-là. durant le casting Et est-ce des que le jeunes, cinéma, elle cherche- finalement, c'est ça? Elle cherche un gamin qui soit beaucoup plus sexy que ceux qu'on Et lui elle parle, envoie. elle parle de gamin de 13 ans. quoi. Ouais, t'es putain, mais elle est, Mais du coup, elle est aussi tarée que l'autre. Est-ce que c'est ça le cinéma aussi, quoi? Du coup, c'est peut-être Todd Haynes aussi ce qu'il nous raconte à la fin. C'est quoi le cinéma? C'est quoi la part de réel? C'est quoi la fascination, manipulation par rapport à ce qui se passe? Velvet Goldmine, c'était déjà ça, par exemple. Oui, par exemple. Il y avait le même jeu qui était traité différemment, qui était traité sur un mode plus baroque, justement. Oui, un peu plus fun. Oui, voilà, parce que c'était aussi le sujet et puis l'époque qu'il traitait, mais ouais, c'était les mêmes genres de questions sur la place du simulacre face au réel et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à un moment donné et quels effets pervers ou non ça peut avoir sur une ou plusieurs personnes. Du coup, ça fait que le film est vertigineux parce qu'il tend c'est un film tentaculaire au final, alors que tu as l'impression que c'est un film, voilà, en apparence mineur, Ouateux, tu simple, mais en fait non, c'est un film qui déploie ses tentacules au fur et à mesure des 2 heures. Science du rythme hallucinante, hein, bien entendu, reprise du leitmotiv Ouais, musical il y a hallucinant. plein de trucs intéressants. Notamment, moi j'ai un truc que j'ai bien aimé, c'est quand il cadre en fait, il est toujours vachement près des visages et quand il les cadre ensemble toutes les deux, en fait, généralement il cadre pas les mains. Oui. Ça, j'ai remarqué ça à plusieurs reprises. Cadre C'est-à-dire l'épaule, qu'il quoi. fait des scènes où elles font de la cuisine ou des trucs, tu vois, et puis en fait, elles manipulent des machins hors champ. Et nous, on les voit jamais. On les voit. Il n'y a pas de gros plan, tu vois. Il y a pas ce truc où tu t'attendrais à voir un contre-champ sur un machin qui fait la vaisselle, quoi. Il n'y a pas d'insert. Et là, t'as pas du tout ça. Et pareil, moi, un truc que moi j'apprécie toujours, c'est que c'est un film où le passé a vachement d'importance et il n'y a pas de flashback. Et il y a pas de flashback. Et franchement, moi, je sais que j'ai rien contre les flashbacks quand c'est bien fait, mais c'est vrai que je trouve que il y a quand même un côté, notamment, il y a parfois une facilité d'écriture Parce que à renvoyer du flashback. Quand il pourrait y avoir un flashback, c'est une scène que joue Nathalie Portman dans la remise où elle l'aurait pécho pour la première fois, justement. Ouais. T'as C'est-à-dire ça. qu'elle rejoue les flashbacks, la même lecture de la lettre et tout ça. Elle rejoue le passé en fait. Et on voit à un moment les magazines un petit peu et Ouais, il voilà. en parle. Oui, Il parle. Oui, mais il y a de pas de journaliste. voilà, mais il y a Le New pas York de. Times, cette histoire m'a permis d'être publiée dans le New York Times. Voilà, mais il Voilà, n'y a pas de, c'est ça. voilà, il y a pas de. Le passé est raconté par les gens au présent. Donc ça, c'est un truc que moi je trouve toujours intéressant parce que ça veut dire aussi que la question de savoir, la question du mensonge se pose toujours. C'est-à-dire Parce que tu sais pas. la question de. Ouais, toi, t'étais pas là. Puisqu'on te De la montre pas un mémoire, flashback ouais. objectif de ce qui s'est passé, bah, la vérité. Et quelque part, moi je trouve que même si le thème est quand même vachement différent, on n'est pas si éloigné que ça que d'Anatomie d'une chute. Avec l'idée que tu as un événement qui de toute façon restera hors champ et que ce que toi tu vas voir, c'est comment des gens parlent d'un événement ou d'un fait divers des années après dans ce cas-là ou des mois après dans le cas de Anatomie d'une chute. Mais je trouve qu'il y a cette idée, tu vois, encore une fois, voilà, la fameuse image manquante, quoi, mais qui du coup pose. Brian. Et pour moi, le film pose aussi justement cette question-là, c'est quelle confiance tu peux accorder à un personnage de fiction. C'est-à-dire jusqu'à où tu es prêt à aller en fait pour, tu vois, parce qu'au départ, tu as envie de croire Nathalie Portman. T'as envie de croire que c'est elle et puis en plus elle le joue très bien, moi je trouve, la petite ingénue qui veut pas déranger, tu vois, qui veut pas faire grosse star justement, tu vois, qui a fait quelques rôles, mais voilà. Et puis plus ça avance, plus tu te rends compte qu'en fait elle joue, en fait elle est déjà en train de jouer, en fait. C'est-à-dire qu'elle-même elle joue son propre personnage, en fait. Donc
quelle part de vérité il y a chez elle, quelle part de vérité il y a chez Julianne Moore qui avec ses crises de pleurs. Moi, c'est quand j'ai vu la première crise de pleurs, je me suis dit, elle va pas bien du tout cette femme, quoi. Et en même temps, il y a des moments où elle est super, tu vois, elle se montre, elle cache super bien les choses, quoi. Et c'est assez effrayant. Hein. Je pense que c'est ça qui est effrayant, c'est de se dire, ah ouais, les gens sont quand même, les gens sont capables de cacher des tas de trucs, en fait. Tu vois, enfin voilà, tout le truc avec ses frères et tout ça. Enfin, c'est toute la révélation de la famille, enfin, et de trucs qui auraient pu se passer ou pas, on n'en sait rien. Enfin. Et donc en fait, il évacue justement tout le côté psychologisant, justement. C'est-à-dire et du coup, tout le côté moral. Parce qu'en fait, tu te retrouves à la fin, effectivement, c'est pas le problème, entre guillemets. Je pense que si le film s'était inversé, c'était un homme plus vieux et une femme plus jeune, je pense que le film serait sans doute plus compliqué à traiter. Parce que là, il y aurait vraiment la question de la pédophilie qui se poserait. Qui pourtant vraiment se positionne. Mais justement, et là, je trouve c'est ça aussi intéressant comme film, c'est-à-dire que quelque part, il nous fait la démonstration que notre morale, justement, peut être à géométrie extrêmement variable, sans nous dire que c'est pas bien, en fait. Il nous fait juste la démonstration, en fait, que quand c'est dans ce sens-là, étonnamment, on peut croire à l'histoire d'amour. Dans le sens inverse, aujourd'hui, à mon avis, on ne peut pas croire à ça, quoi. Voilà. Et sans nous dire à la fin, bah voilà, c'est ça qu'il faut croire ou c'est pas ça qu'il faut croire. Enfin voilà, je pense qu'il a l'intelligence de pas transformer ça en fable morale, en fait. Voilà, et je pense que cette volonté, ce côté, justement, ce rapport au hors-champ, tout ça, je pense qu'il y a une volonté claire d'évitement, justement, des écueils de ce type de sujet, quoi. C'est donc May December de Todd Haynes. May December, qui je rappelle est une expression américaine pour justement évoquer les différences d'âge entre des couples, entre un qui est au printemps au mois de mai et l'autre qui est à la fin de sa vie au Comme décembre. dirait Serge Gainsbourg, t'es 20 dans mes 40. Oh. Merci docteur, quel musicologue. Donc May December de Todd Haynes, toujours actuellement dans les salles françaises. On va quitter Savannah pour partir du côté du Japon avec Le Roi des Monstres. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le thème de Godzilla Minus One composé par Naoki Sato, reprise évidemment du thème célèbre de Akira Ifukube pour le chef-d'œuvre de Honda en 1954, et donc Godzilla Minus One, nouvelle itération et variation de la saga du Roi des Monstres qui nous enchante depuis 70 ans. Depuis 70 ans. Depuis donc voilà. Je crois que le film n'a pas dû depuis être fait. 80 ans. Non, 70. Non. Et le film n'a pas dû être fait pour les 70 ans. Non, parce que le film est sorti au Japon en fin d'année dernière. Ils vont sûrement en sortir l'année prochaine, cette année, qui s'appellera One. Donc Godzilla One. Godzilla Minus One, donc évidemment une nouvelle variation, itération. Le dernier exemple en date était le magnifique et formidable Shin Godzilla, donc sorti en 2016, qui était un film qui là pour le coup faisait table rase du passé, tout en faisant quand même des références évidemment au film de 1954. Là, celui-là prend un tour absolument différent, puisque pour le coup c'est le seul qui se passe avant le film de Honda. C'est une sorte de préquel, en fait. Voilà, sorte de préquel, parce que donc le film démarre durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, évidemment sur l'île de Hondo, où la première apparition de Godzilla, où un kamikaze qui a pas trop envie de se faire sauter prétexte une panne d'avion pour aller faire réparer son vieux coucou sur l'île. Évidemment, Godzilla arrive. À l'époque, il est relativement petit, il doit faire dans les 7-8 mètres de haut par là, mais bon, il tue quand même tout le monde. Traumatisme chez notre ami kamikaze qui n'est pas mort, et donc là on se retrouve après en 1947, donc à la fin de la guerre, dans un Japon évidemment en ruine, ce qui permet aux Japonais de faire gna 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 la bombe, gna 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 la guerre, comme à chaque fois, la blabla, le trauma, on est triste, vilain américain, nanana, vous avez qu'à être méchant, ça serait pas arrivé déjà. Et donc bon, évidemment nos amis américains, après avoir balancé 2 bombes sur la gueule des Japonais à Nagasaki et Hiroshima, enfin l'inverse d'abord évidemment, ça a histoire de voir ce que ça faisait. Voilà, Godzilla arrive parce que ça a semé quelques troubles. Il a grandi le petit suite donc aux radiations balancées par les 2 bombes atomique. Alors là dans le film c'est plutôt les essais sur les atolls Bikini qui le font grossir. En tout cas c'est ce qui est sous-entendu. C'est pas la bombe atomique. Après ça a dû jouer quand même. Non mais la métaphore est conservée malgré tout, puisque le fait que le traumatisme du personnage principal soit lié à Godzilla, si tu remplaces Godzilla par la bombe atomique, tu vois, tu as une métaphore du traumatisme plus général. Donc, évidemment, de la bombe Godzilla a grossi, Godzilla pas content, Godzilla n'est pas content du tout. Non, Godzilla faire
ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire casser plein de J'ai trucs cassé des choses. en balançant son souffle atomique. Sa spécialité dans ce film-là, c'est de balancer des bateaux. Oui, c'est pas mal. C'est-à-dire Moi, qu'il j'aime bien. y a des plans où les personnages sont là, ils font des trucs, puis d'un coup, il y a un bateau de guerre, il y a un cuirassé qui passe au-dessus de leur tête, Donc, qui va s'écrouler un peu plus On tard. revient Donc, voilà, à des casser les plaisirs bateaux. après le bureaucratique porn absolument merveilleux de Shin Godzilla. Là, on revient, on va dire, à des plaisirs plus simples qui est juste de casser Ouais, des ouais. trucs avec quand même un esprit de sérieux. Ouais, mais parce qui est que- proche du premier. Voilà, parce que Qui est c'est proche vrai du que premier, les en fait. Godzilla sur quand même 30 films, c'est la foire à la saucisse. Ouais, Il y aura ouais, à la ouais. fois des films très sérieux, des trucs où ça part en sucette, Et il y puis il y aura a des il y a Mini extraterrestres, Godzilla. il y a Mini Godzilla, il y aura Mini Kong, il y aura Mecha Godzilla, il y aura Mecha Mecha King Kong. Godzilla, après des combats contre Mothra, tout Ouais, ça. Donc bon. c'est vraiment la foire. Alors, la foire, en fait, quand on connaît, quand on a connaît su- le lore. voilà, quand on connaît un peu le lore, en fait, c'est sérieux sur les 3-4 premiers films. Et Ouais, en fait, trois. dès le début des années 60, ça devient Ça vire au pour les enfants. Voilà, ça devient pour les enfants. Ça devient beaucoup plus grand public. Et c'est vraiment à partir de la, parce qu'il y a plusieurs séries Godzilla. Ouais, ouais. Et donc il y a une première série qui va jusque, je crois, dans les années 70. Et t'as une deuxième série Il y a quatre qui séries, démarre en dans les tout. années 90. Et oui. Jusqu'à l'ère Millennium, Voilà. fin 90. Et dans mon souvenir, il y a un Godzilla, c'est un Godzilla qui date du Godzilla 80. Où c'est le retour justement au Godzilla un peu sérieux, voilà. Et en fait c'est un peu un espèce ils font ça Cyclique. un peu tous les 20 ans, tous les 30 ans. Godzilla redevient sérieux, puis après ça redevient pulp, puis après ça redevient sérieux, puis après ça redevient pulp, en fait. Voilà, ça En va. gros. Et donc là, en gros, évidemment, donc il y a Godzilla qui se ramène et puis qui casse tout, où les scènes de destruction sont très très chouettes. Hein. Le film n'a pas coûté cher, mais on sait que les conditions de travail de l'industrie du cinéma au Japon sont quand même pas. Visuellement, ouf. moi je trouve que ça marche pas mal. Hein. Moi je m'attendais à un truc beaucoup plus cheap que ça. Moi. 15 millions de patates de budget. Combien 15 millions de patates. 15 millions Putain, mais alors, ça va le rendu, hein, moi je trouve Ah ouais, que... mais je te dis, après c'est vrai que ça lui cravaché comme Après, des c'est vrai que sabots, hein. tu regardes 60% du film, effectivement, c'est des acteurs dans des décors. Voilà. Et donc effectivement, comme dans tous les Godzilla, il y aura des grosses scènes où on casse des trucs et plein de scènes avec des humains où ça joue du mélodrame à fond la bah ouais, caisse. ça mélo. Les familles sont abandonnées, les parents sont morts, on fait des familles recomposées, Ah bah. on n'a pas d'argent. Son c'est épouse, cassé. son épouse, elle se fait souffler dans le film. Ouais, souffler. Elle se fait souffler lors d'une attaque de Godzilla, mais fouf, comme ça, quoi. Vraiment C'est- comme une feuille morte. Et Comme donc, une feuille et morte. donc, évidemment, il est encore plus triste. Et Bah donc, ouais. et donc, qu'est-ce que vont faire les Japonais? Parce que ces salopards d'Américains ne veulent rien faire, parce que sinon ça va créer des tensions avec les Chinois puis avec les Russes, Ouais. ces sales communistes. Et ben qu'est-ce qu'on fait en bon nationaliste japonais? On va se serrer- On s'unit entre prolétaires Voilà. et on va buter du monstre. On va se serrer les coudes pour ressortir des vieux coucous qui n'avaient jamais servi, mais qui sont l'œuvre du génie japonais à l'œuvre, Ouais. qu'on n'a pas pu mettre en action à cause de la bombe. Et donc, on va s'unir et on va aller essayer de niquer la gueule à Godzilla, mais évidemment, c'est plus dur que prévu. Bah oui. Alors après, ouais, effectivement. Alors oui, il y a ce côté. Alors c'est-à-dire que moi, je l'ai vu. Donc je l'ai vu dans une salle comme toi en salle 4DX. C'est la première fois que je En faisais ça. Dolby Vision ou Voilà, c'est la première fois que je faisais ça. Ce sera, je pense, la dernière. Voilà, parce que alors moi, j'aime pas du tout avoir du vent dans les cheveux et avoir mes sièges qui bougent à tous les 5 minutes. À quoi ça sert d'avoir des cheveux si t'aimes pas le vent? Bah, j'aime bien le vent, mais dehors. J'aime pas le vent en intérieur. Et non, alors moi, définitivement, le 4DX, je pense que c'est trop attraction foraine pour moi. Moi, ça m'a même dérangé en fait. Hein. C'est-à-dire, au bout d'un moment, au bout d'une heure, ça allait quoi. Mais la première heure de film, le fait que chaque fois qu'un personnage tombe au sol, t'as ton siège qui bouge. Bah, tu vois, ouais bon. C'est pas réaliste déjà. Non, mais j'ai pas été convaincu quoi. J'ai pas été convaincu. Alors j'avais Dieu merci coupé de la flotte pour pas me recevoir de la flotte dans la gueule parce que je me suis dit non, j'ai pas envie de prendre de la flotte dans la gueule. Je vais pas Parce au que ciné. oui, le film se passe comme dans tous les Godzilla. Voilà. Godzilla, Beaucoup dans c'est un des tropes. Godzilla vient toujours de la mer. Voilà, et donc ça vient là, il y a quand beaucoup même de pas l'eau. mal de scènes avec des Beaucoup de l'eau, bateaux, ça pêche, ça balance des harpons. Donc j'avais soigneusement et donc en fait j'étais dans une salle avec plein de merdeux qui étaient là pour galocher leurs copines quoi. Et peut-on les blâmer? Non. Mais du coup effectivement c'est vrai que dès qu'il y avait plus Godzilla. Alors en fait quand il y a Godzilla, le son est tellement fort de toute façon que t'entends plus rien. la salle. Et puis alors dès que c'est oh là là mon destin de kamikaze, j'ai pas pu l'accomplir et comment on va faire pour bouffer, enfin voilà tu vois. Et là derrière moi j'avais un petit couple, ils passaient leur temps à bavasser quoi, tu vois, à chaque fois quoi. Donc effectivement si t'es pas préparé à l'idée que c'est pas que de la destruction en fait, mais que ça sera comme un peu le Godzilla de 54, parce que le Godzilla de 54 c'est ça aussi hein. C'est quand même beaucoup de mélo avec des scientifiques qui réfléchissent ouais, mais c'est sur la bien culpabilité. fait, Ouais, mais sur la culpabilité. Non mais celui-là moi je l'ai pas trouvé nul hein. Non. Moi je me suis pas fait chier en fait, même dans les scènes de mélo et tout, parce que quelque part c'est très premier degré. En fait les Godzilla japonais c'est ça en fait.
ça a toujours été un peu ça, les Godzilla japonais, c'est-à-dire des histoires de couple, des histoires de machin, des histoires de famille, et puis de temps en temps, t'as Godzilla qui arrive et qui casse tout. Voilà. Mais c'est pas les Godzilla comme, c'est pas les Godzilla américains, c'est pas tout à fait la même cam. Où les en fait. scènes de mélo sont bien chiantes pour le coup dans les Godzilla américains. Hein. Enfin, les scènes de famille ou les. Ouais, mais parce qu'en fait, les Américains. Sauf dans les Emmerich où il y en a pas. Oui, comme parce ça. que les Américains ne retiennent que le côté destruction, c'est-à-dire qu'ils voient pas le. C'est-à-dire s'ils voient, mais ils savent que le côté mélo développé, ça va pas marcher en fait. Ah, j'ai revu des buts du Emmerich, c'est nul. Ah non, mais le Emmerich, Tu l'aimes bien, toi, Thibaut, non? En fan de Roland Emmerich. Oui, je l'ai vu. Mais je l'ai Ouais, vu une fois. Godzilla, enfin Jurassic Park qui s'appelle Godzilla quoi. En fait, Ah bah parce oui. que pas grand-chose à voir avec Godzilla quoi. Qui ressemble plus à un T-Rex, il est tout petit, il casse même pas les immeubles. dans le Emmerich. Et puis il crache pas Non. il a pas les écailles qui deviennent bleues. Alors ça par contre c'est cool. Ah, les Moi j'attendais, écailles. moi j'attends ce moment-là et moi j'attends et c'est marrant parce que tu vois même moi si j'en ai pas vu 15 000, j'attends ce moment-là et j'attends le moment où j'entends le thème d'Ifikube. C'est-à-dire le thème Qui est absolument qui est un des meilleurs thèmes efficace. et qui est aussi qui a été samplé par un des meilleurs morceaux de hip-hop de la terre entière, Simon Says de Pharoah Monk en 98. Quel album c'est sur c'est sur alors c'est Internal Affairs, je crois que c'est ça son album. Je crois que c'est ça, c'est Internal Affairs. Moi je l'ai surtout écouté en maxi en fait. J'ai surtout écouté en maxi. Et c'est un des morceaux de hip-hop les plus efficaces, voilà, avec Ante Up de M.O.P. Voilà, c'était la petite minute musicale. Bien. La petite minute geek hip-hop. Les recommandations voilà. du Dr. Leroy. Ah non, mais s'il y a des gens chez les auditeurs qui connaissent un peu, notamment le hip-hop américain des années 90, ils savent de quoi. Ils savent que c'est un des morceaux les plus efficaces du monde. Côte En Est. hip-hop. Côte Est, ouais, New York. Très bien. Donc voilà, on parle de la musique, d'arrivée de Donc voilà, Godzilla. et moi c'est un peu comme ça que j'ai découvert, c'est-à-dire que c'est un peu comme ça que j'avais découvert ce thème en fait. J'ai dit putain c'est quoi cette boucle quoi. C'est vachement efficace. Et en fait je m'étais rendu compte de dire mais putain mais c'est la musique de Godzilla quoi. Et en fait c'est vraiment c'est un super thème quoi, le thème de Godzilla quoi. Et quand il arrive, peut-être c'est que ça veut dire c'est-à-dire que ça plaisante plus quoi. C'est-à-dire que Godzilla il va venir tout casser Tokyo quoi, tu vois. Donc Il casse vraiment. Hein. Ouais. Et le Godzilla est pas mal branlé en fait. Faut oublier un peu les Godzilla en mousse des années 70. Et il a une bonne goule là. Ouais, il a une bonne goule. Puis il se reconstitue, tu vois. Il a la. Tu vois, tu lui mets une mélucine dans la gueule et il y a les molécules atomiques qui se reconstituent. Sur ses petits bras puis son gros bidon. Voilà, et puis il a l'air bien pas aimable quoi. Il fait la gueule. Hein. Il croque des bateaux. Enfin, et en fait finalement t'as le même. Ouais, les scènes avec les bateaux sont cool. En fait t'as le même plaisir en fait que de regarder Mega Piranha versus Giant Octopus. Mais en mieux fait. Oh ouais, en mieux fait. Voilà, parce que mais en ça, mieux putain, fait et avec du mélo. Parce que les trucs et en mieux joué quand même. Parce que les acteurs trucs jouent mieux. New Image et compagnie là, les. Oui, non, mais voilà. Le sci-fi, ça. Non, mais c'est ce que donnerait du Asylum si les mecs. Si les mecs prenaient le temps de s'intéresser vaguement à ce qu'ils font. Voilà. C'était pas juste une pure entreprise commerciale. Si ils torchaient pas leur film en 15 Parce que jours. là, le truc, c'est ça, c'est quand tu fais Godzilla, c'est à la fois une grosse entreprise commerciale, parce que j'imagine que ça fait partie des succès de l'année. Ouais, mais c'est un truc aussi où, sans forcément avoir des fanboys partout, j'imagine qu'au Japon, il y en a, mais pas forcément trop en dehors du Japon. Il y a une fanbase quand même assez voilà, solide je pense dans qu'au le monde, Japon, hein. mais je pense que tu peux pas trop déconner avec Godzilla, tu vois. Surtout que ça a déjà quand même pas mal déconné dans le passé. Enfin, tu vois. Après le MV chez la tour. Ouais, mais même chez les Japonais, dans les années 70, oui. Les Godzilla, ils sont bien funky quand même. Franchement, le Mecha Godzilla versus Mecha King Kong, c'est quand même un gros morceau. Tout ça, c'est du gros morceau. Quoi, il fait du catch. Ouais, voilà, il saute, il fait du catch, il fait le coup de la corde à linge à d'autres monstres. Enfin, voilà, tu vois. Alors ça, c'est super. Ah non, mais c'est génial. Non, mais par contre, voilà, c'est pas le même genre. Là, on revient. L'esprit n'est pas le même. Voilà, effectivement, c'est très premier degré. Et c'est du gros monstre qui casse tout, quoi. Voilà, effectivement. Moi, j'aurais aimé un peu plus de destruction finale. Oui. J'aurais aimé un peu plus de gloire et de cassage de. L'attaque finale sur l'île, tu te dis bon, c'est un peu rapido. Qui casse d'autres trucs plutôt qu'ils partent à la campagne. Ouais, et puis que ça se finisse dans la mer. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de destruction, un peu plus de bateaux balancés en l'air et de trucs comme ça. Parce qu'il peut être juste à moitié de la vie, tu te dis bon, t'aurais quand même pu faire le. Bon, après, si tu me dis que ça fait 15 millions, je comprends qu'ils étaient un peu, probablement peut-être un peu limités justement pour faire du destruction porn, voilà, sur le dernier tiers du film, quoi. Moi, je comprends aussi, quoi. Mais bon, mais filer les clés à Michael Bay. Mais quelque part comme Shin Godzilla, quoi. Je veux dire, qui évidemment a des scènes de bureau parce que les scènes de bureau ça coûte pas cher en fait. Puis elles sont super voilà, bien. Elles sont super intéressantes. Justement, et là, moi, je trouve que même malgré le côté mélo, qui effectivement est parfois un peu too much, ça va en fait, moi. Ça va. J'ai vu 100 fois pire. Quoi. Ah bah à la fin, ça fout les potards à fond. Hein. Ouais. Ça fout les potards à 10 000 dans le genre violon. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça marche bien. Moi, j'avoue que pareil, le côté nationaliste, effectivement.
effectivement. Nationalisme cool, c'est ça. Effectivement, mais C'est plus cool quand c'est à l'étranger. ouais, mais non, c'est pas plus cool. C'est pas plus cool. Mais enfin, il tartine pas non plus là-dessus. Enfin, voilà, c'est pas plus nationaliste qu'un Michael Bay, quoi. Ah non. Tu vois, c'est pas plus nationaliste qu'un film américain avec des, tu vois, enfin, de films de porte-avions, tu vois, enfin, j'ai regardé. Battleship. J'ai regardé il y a pas longtemps Nimitz retour vers l'enfer, bon, la publicité géante pour la Navy, quoi. Voilà, et tac, avec des, on a Bah oui, l'armée la mais- plus forte du monde, Ah, tu vois, bon, voilà, les Américains le font aussi, ça nous Mais dérange tout pas le plus monde que kiffe ça. les gros bateaux. Hein. Hein? Mais tout le monde kiffe les gros bateaux, c'est normal. Ouais, moi j'aime bien les gros bateaux quand ils sont balancés en l'air par Godzilla. C'est là que je trouve ça drôle, moi. Ce que donc vous verrez dans Godzilla Minus One de Yamakasi, qui est peut-être encore dans les salles françaises, parce que je crois qu'il avait une sortie limitée. Le fait dans qu'il les soit salles. sorti en 4DX, c'est quand même assez miraculeux, hein, parce que. Ouais, il est sorti qu'en 4DX et en Dolby Vision. Parce que moi, j'ai pas souvenir que, tu vois, Shin Godzilla, il est jamais sorti en France Non. à l'époque. Il sort en Blu-ray le mois prochain chez Spectrum Film. Ouais, tu vois. Pour la première fois en France. Voilà, on va s'arrêter là, on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la Nous plus sommes grande des merde des Excellent. merdes. Les coups de cœur carrément Fleuret. Alors moi, ça va Vous être... êtes d'humeur dansante. Je suis d'humeur dansante, je suis d'humeur joyeuse, je suis d'humeur rythmée, je suis d'humeur généreuse, je suis d'humeur humaniste. Et c'est tout ce qu'est le diptyque de George Miller, Happy Feet 2. Voilà, merveille du cinéma d'animation. Et comment en fait retrouver notre âme d'humain en regardant des pingouins danser. C'est que le programme est assez vertigineux et bien entendu avec comme toujours avec George Miller, le programme est tenu. Ouais. Et avec pas mal de Et trucs à la qui fin, annoncent il gagne. Mad Max, hein, notamment. Ah Je me bah, souviens pas mal de scènes dans- à revoir a Happy Feet- posteriori. Happy Tu fais Feet 2, mais en Happy fait. Feet 2, surtout tu diras Ouais. c'est genre Mad Max 4 en Non fait. mais il y a tout, tu as Happy Feet 2, la cosmogénie, La cosmogonie. pardon, oui, tout le travail sur les mythes de George Sur les Miller. mythes, sur l'histoire, ouais, Voilà, c'est enfin, donc formidable. là c'est merveilleux. absolument hallucinant. Puis voilà, Même la comme- prouesse, le matériau, des films qui sont en même Oh, temps, puis les pingouins, quoi. des films qui sont en même temps palpables, et en Robin même temps Williams. tu vois qu'il y a de l'ordinateur, mais en même temps, et voilà, la différence c'est hallucinant. Voilà, Merci. On va s'arrêter là. Docteur. Alors moi, ce sera un film coréen que j'ai vu un petit peu au hasard de mes visionnages, qui s'appelle Assassination et De Choi Dong-hun. voilà, merci. Je connais. Voilà, alors donc cinéaste que moi je connais pas très bien. Je suis pas sûr d'avoir vu d'autres films de lui. Mais j'ai regardé vite fait sa filmo. Effectivement, ça a l'air d'être c'est a priori plutôt une sorte de tâcheron. Un besogneux. Voilà, c'est un artisan, quoi. Voilà, un artisan, mais qui fait plutôt du blockbuster. Et Genre de Brett Ratner, quoi. non, pas vraiment un Brett Ratner, plutôt un. Je sais pas Un comment. David Ayer. Non, mais c'est mieux que c'est moins roublard que ça. C'est Ron moins. Fuqua. Non, c'est mieux que ça quand même. C'est mieux que ça. Un mec qui sait quand même faire son truc, tu vois. Et Assassination, c'est une sorte de ce que je disais tout à l'heure, une sorte de remake du Syndicat du crime 3 en fait, mais dans les années 30, avec la résistance coréenne. Et des salopards de japonais. Et du coup, c'est plutôt bien troussé. C'est assez ambitieux parce que c'est quand même un film avec une bonne dizaine de personnages principaux Oula. qui sont tous assez classe. Film choral. Ouais, et puis qui sont tous assez classe, qui se bastonnent, qui sont tous assez classe avec des flingues, avec des couteaux, voilà, machin. Des acteurs plutôt cool. Pas trop de pathos, ce qui est plutôt bien. Pas d'histoire d'amour trop naze, ce qui est plutôt bien. Pathos et Aramis. Et des scènes d'action, moi j'ai trouvé qui sont pas trop mal, qui sont pas mal troussées finalement. Donc c'est un divertissement, moi j'ai trouvé tout à fait honnête. Voilà, tout à fait honnête. Très bien. Voilà. Merci, docteur. Alors, moi, j'ai vu pour la première fois Sonatine de Takeshi Kitano. Et c'était vachement beau. C'était vachement bien. Beaucoup d'émotions. Et roulette russe sur la plage. Ouais, merveilleux. En chemise hawaïenne. Et sinon, film japonais de la fin des années 60 de Katsukanai, L'archipel désert, film de 55 minutes totalement taré, où un mec s'échappe d'un couvent de bonnes sœurs chelou alors qu'il a littéralement un enfant dans le dos, c'est-à-dire qu'il a un gosse qui est greffé dans son dos et qui se fait pourchasser par une nonne vengeresse dans les terrains vagues du Japon. C'est totalement starbé, c'est iconoclaste comme on dit, et c'est absolument réjouissant. On va s'arrêter là. Merci Ulysse à la mise en son de cette émission. Merci messieurs. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut
syllabes.